Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur bestofbusinessanalyst.fr. Alors la vidéo du jour va concerner un des premiers livrables que j'ai dû réaliser en tant que business analyst. Je vous rappelle, c'est un projet qui est très en avance de phase. Il a en réalité pas encore été totalement lancé. Donc l'objectif de cette étude d'opportunité, c'est justement de vérifier que le projet répond aux attentes et qu'on en retire réellement des bénéfices et que ça justifie le budget que la société va injecter dans ce projet. Alors, l'étude d'opportunité, c'est la conclusion d'une phase et d'un processus que réalise le business analyst pour collecter des informations exhaustives, fiables et vérifiées. Cette étude d'opportunité, je vais vous la présenter. Je vais vous présenter en tout cas ce que moi j'ai réalisé pour mon client. Sachez que en amont, j'ai donc rencontré un certain nombre de contributeurs. Les contributeurs, ce sont les personnes qui sont des experts dans leur domaine. On les appelle également des SME, Subject Matter Experts. C'est le terme vraiment anglo-saxon. Il faut se rappeler que l'analyse métier est née en Amérique du Nord et qu'elle a été créée notamment par l'IBA à Toronto en 2005. Donc c'est vrai qu'on a un certain nombre de vocabulaire en tant que business analyst qui sont issus de wording, de terminologie anglo-saxonne. Donc l'analyse de faisabilité ou analyse d'opportunité, vous rencontrerez ces deux termes. Encore une fois, l'objectif est de justifier que le projet a bien tout son intérêt. Donc j'ai face à moi mon ordinateur avec les slides que j'ai présentés. J'avais 1 heure pour présenter les conclusions de cette étude d'opportunité. Je vais vous présenter les différents paragraphes. Alors le premier paragraphe, la première partie de l'étude d'opportunité, c'est tout simplement comprendre de quoi on parle. Alors, il faut se rappeler que vous êtes, en général, lorsque vous présentez cette étude d'opportunité, vous êtes face à des gens qui ne connaissent pas forcément le sujet. Et il faut être concis, clair, il faut éviter d'employer du vocabulaire compliqué. Le but, c'est de transmettre un message clair, non ambigu, pour qu'ils puissent prendre une décision sur le go ou no go du projet. Donc, les slides doivent être vraiment visuels, clair, éviter des slides qui soient trop denses, trop confuses. En ce qui me concerne, je me suis donc concentrée d'abord sur les objectifs du projet. J'en ai mis 3. C'est vraiment les 3 macro-objectifs. Je les ai illustrés avec une petite infographie que j'ai réalisée dans Draw.io. Ou dans Viond d'ailleurs. Donc vous verrez aussi, il y a un certain nombre d'outils que peut utiliser le business analyst qui permettent de faire des présentations qui soient sympas. C'est pas, il faut pas oublier la forme. En tant que business analyst, on doit analyser le fond, mais il faut surtout pas oublier la forme parce que la forme, c'est ce qui permet de transmettre les messages. Premier paragraphe, comprendre de quoi on parle. Donc, 3 objectifs que j'ai illustrés. Ensuite, j'ai fait aussi un focus sur le contexte de ce projet. Là également, j'ai utilisé une infographie pour expliquer le contexte. En fait, en fonction des personnes que vous avez en face de vous détaillez ou pas la présentation. Donc, en ce qui me concerne, j'avais face à moi des gens qui connaissaient quand même assez bien le sujet, donc je me suis pas attardée non plus sur cette slide qui est pour eux quelque chose d'assez évident. Mais en tout cas, ça posait le contexte. Une fois qu'on comprend le contexte de l'étude d'opportunité, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comprendre les enjeux métiers. Alors, les enjeux métiers, c'est essentiellement la compréhension des besoins que vous allez adresser. Et un besoin, c'est lié à quoi? C'est lié à un consommateur final, c'est lié à des intervenants, c'est lié à des parties prenantes. Donc c'est en fait tous ceux et toutes celles qui seront amenés à utiliser la solution que vous allez construire si le go est prononcé après cette étude d'opportunité. Donc là encore, j'ai fait une infographie et j'ai classifié des besoins au niveau macroscopique. Je les ai classifiés en fonction de 4 typologies de end-user, d'utilisateurs finaux. On est encore une fois de manière très, on est au niveau très macroscopique, on n'est pas dans la rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées. Donc vraiment, le but, c'est de comprendre globalement les besoins
auquel le projet et la solution que l'on va dessiner va répondre. Donc, je récapitule, comprendre le contexte. Ensuite, comprendre les besoins et les enjeux des consommateurs finaux de la solution que vous allez proposer. Et donc, effectivement, en troisième partie, c'est la solution qu'on propose. Donc, on commence jamais par la solution. On commence d'abord par comprendre le contexte et les besoins. Et c'est seulement après, on est capable d'adresser la solution et de recommander une solution. Je reviens un tout petit peu sur la notion de besoin. Je vais vous prendre un exemple très, très commun. Imaginez que vous avez une machine à laver qui tombe en panne. Votre réaction, si vous êtes encore sous garantie, c'est d'appeler le service après-vente et de leur dire, ben voilà, ma machine à laver est en panne, comment est-ce que vous pouvez m'aider? Le service après-vente, il peut vous proposer plusieurs choses. Il peut vous proposer, par exemple, de réparer votre machine, de vous envoyer un réparateur. Et également, si ils ont déjà un petit peu maturé leur pyramide de l'expérience client, ils vont comprendre que votre besoin, c'est de laver votre linge. C'est pas de réparer la machine. Ça, c'est une solution. Votre besoin, c'est de pouvoir laver votre linge. Et donc là, ils peuvent, par exemple, vous proposer une machine de remplacement en attendant que votre machine soit réparée. Vous, lorsque vous allez lister les besoins, c'est ça que vous allez devoir faire. C'est comprendre à quel besoin réel vous allez répondre avec votre solution. Et c'est pour ça qu'on ne met pas la solution en premier dans une étude d'opportunité. Troisième partie de cette étude d'opportunité, c'est donc la solution que je préconise. C'est une solution qui va devoir donc répondre aux besoins que j'ai listés dans la seconde partie. Et là, je fais simplement le rapprochement entre voilà le problème que rencontre tel et tel utilisateur, voilà la solution que je préconise. Je donne donc dans ce paragraphe également un peu plus de détails sur les profils des utilisateurs de la solution. Et dans cette étude d'opportunité, j'ai également fait une maquette, même 3 maquettes. J'ai fait 3 maquettes puisque j'avais 3 profils d'utilisateurs potentiels. Alors les maquettes à ce stade, il ne faut pas chercher trop loin, il faut que ça soit simplement du visuel. Vous pouvez le faire dans PowerPoint. Personnellement, j'ai utilisé des logiciels d'animation de vidéo. Que j'utilise assez fréquemment. J'ai mixé en fait avec des copies d'écran, une petite vidéo, une animation et du PowerPoint. Mais ça donnait comme ça une idée vraiment plus concrète de ce que pourrait être la solution. Alors la quatrième partie, c'est les risques et opportunités. C'est un paragraphe intéressant en fait parce que c'est une bonne pratique de montrer dans l'étude d'opportunité qu'on a réfléchi aux risques éventuels qui allaient peser sur le projet et aux opportunités que ce projet permettait de saisir. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que l'étude d'opportunité, ça n'est pas un document universel. Et d'ailleurs, ça répond aussi à pas mal de demandes que j'ai souvent, c'est est-ce que vous auriez un template des SFD? Est-ce que vous auriez un template de cadrage? Est-ce que vous pourriez nous donner un template d'opportunité, etc. Bien sûr qu'il en existe. Mais sachez que ces modèles sont aussi personnalisés en fonction de l'expérience de l'entreprise et du secteur de l'entreprise. Donc une bonne pratique quand vous arrivez sur un projet, c'est d'abord de vous renseigner si des modèles de documents existent. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous allez présenter le document, vous allez parler à des gens qui ont déjà des habitudes. Ils ont l'habitude de rencontrer des modèles corporate en fait de ce document et donc ils sont plus à l'aise avec une structure qui leur est familière. Et le deuxième avantage, c'est que, notamment pour les juniors, ça permet de commencer à écrire le livrable ou en tout cas à préparer le livrable avec une base de ce qu'on attend d'eux. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que font les débutants. Ils comprennent pas forcément ce qu'on attend d'eux, ils savent pas exactement le document qu'ils doivent remplir, donc ils se précipitent sur des modèles de documents existants. C'est pas un mauvais calcul, hein, c'est tout à fait légitime, mais sachez qu'il faut prendre un peu de recul, c'est-à-dire que il faut savoir à quoi va servir ce livrable. L'étude d'opportunité, c'est vraiment de dire est-ce que je pense que je suis mature ou pas pour lancer le projet et est-ce que ce projet va vraiment m'apporter des bénéfices à moi et à mes clients. Donc en l'occurrence,
l'étude d'opportunité et de risque est légitime parce que ça peut totalement planter une bonne idée. Mais ça dépend aussi du contexte. Il y a certains contextes où il n'y a pas vraiment de risque à le lancer, auquel cas ça peut donner un message négatif à votre client qui va avoir l'impression que vous freinez un petit peu et que vous avez un petit peu peur de vous lancer. Donc en tout cas, je vous conseille de récupérer les templates parce que c'est un bon point de départ, mais n'hésitez pas à les adapter et à les customiser à votre objectif de projet. Donc pour revenir à cette analyse de risque et opportunité, c'est pas une analyse poussée, hein, c'est vraiment un seul slide et là-dessus j'ai juste listé les risques et opportunités vraiment majeurs qui pouvaient être identifiés en tout début de projet. En cinquième partie, il y a la proposition de la roadmap. Alors à ce stade, encore une fois, c'est l'étude d'opportunité. On n'est pas dans la construction du projet, ça viendra plus tard. Là, la roadmap, elle est partielle. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite la fois dernière sur la roadmap justement, qui explique ce que c'est et ce qu'on attend de cette feuille de route. En l'occurrence, la roadmap que j'ai proposée là, c'est uniquement centré sur les 2 prochains jalons, c'est-à-dire jusqu'à la rédaction des exigences et juste avant en fait le lancement en phase de développement. Le reste du projet sera de toute manière détaillé plus tard, voilà, dans un autre jalon. Donc roadmap et voilà, on est arrivé au bout en fait de l'étude d'opportunité et là la dernière partie, ça consiste à échanger en fait avec les personnes que vous avez en face de vous, qui constituent le board, qui va décider si oui ou non le projet peut être lancé. Donc il est d'usage de répondre à un certain nombre de questions, ce qui sont des critères d'acceptance. Je vous donne ceux qui ont été utilisés. Est-ce que la description de la solution est satisfaisante et est-elle en ligne avec la stratégie de l'entreprise ? Est-ce que la solution génère de la valeur, d'une manière satisfaisante? Est-ce qu'on est capable de développer cette solution? Est-ce qu'on doit lancer un POC, donc un Proof of Concept, qui est entre guillemets un prototype? Donc ça, le POC, ça permet de valider avant de lancer le développement d'une solution dans sa globalité. Ça permet de valider qu'effectivement c'est faisable. Ça se fait régulièrement sur des projets complexes ou avec une intégration complexe avec le système de l'entreprise ou encore sur des projets innovants qu'on ne maîtrise pas. Et voilà, donc suite à ces 4 questions, la décision go ou no go est prononcée par le comité. Et là, la décision a été de faire un go, donc de lancer le projet. Voilà, j'espère que je vous ai apporté des informations intéressantes sur l'étude d'opportunité. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la manière dont vous travaillez. C'est toujours très intéressant d'échanger les bonnes pratiques. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.